Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. La mise en garde du procureur général aux éventuels acquéreurs des biens appartenant aux personnes susceptibles d'être poursuivies par la justice malienne. Aussi, cette première grande sortie médiatique du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Voici des sujets qui vont occuper nos regards ce soir. Pour les aborder, nos invités, ils sont quatre, tous présents ici dans ce studio. Le premier, Maître Koto Traoré, il est avocat. Maître, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Deuxième invité, Madame Evelyne Jacques, cadre d'échange des partis et membre de l'ARP. Madame Evelyne, merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. Troisième invité, M. Abdul Karim Konaté du parti Yelema. M. Konaté, merci d'être là. Merci à vous. Hassan C, juriste. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Avant d'ouvrir les débats sur les thématiques qui nous réunissent ce soir, nous avons été informés que lors d'une audience qu'il a accordée au ministre des Affaires étrangères nigérian, le colonel Assimi Goïta aurait déclaré ceci. Au même moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, elle continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice malienne. Maître Koto, réaction à cette phrase, cette sortie du colonel Assimi Goïta. Merci Barou de m'avoir invité. Je pense que cette sortie du président Assimi Goïta, parce que nous l'attribuons la paternité de ce propos, oui, devant un autre officiel, le président, pratiquement le président Bazoum du Niger, à mon niveau, ne se justifie pas. oui. Ne se justifie pas en ce sens que l'arrestation des militaires ivoiriens, moi je parle ainsi parce que l'État ivoirien reconnaît que ce sont des éléments régulièrement inscrits dans son armée, monnaie d'échange avec nos hommes politiques qui font aujourd'hui l'objet des mandats d'arrêt international. Vous savez, sur le plan politique et diplomatique, ça peut susciter des inquiétudes. Oui. Des inquiétudes en ce sens que le régime dans lequel nous sommes à présent, au regard des normes internationales, au standard des États qui sont dans les normalités constitutionnelles, pose d'énormes problèmes. Donc, vouloir imposer cela comme une condition me paraît un peu pas normal. Oui. Pas normal parce que nous avons déjà émis, nous devons travailler de sorte que l'État ivoirien répond à cela et régler le dossier des 49 militaires indépendamment à cet échange-là sur le plan diplomatique et sur le plan, je le dis bien, de contexte international. Ça va être difficile que cette condition soit quand même acceptée, même devant celui. Le propos a été tenu, je pense très bien que ça ne passera pas. D'accord. Le colonel Assimi Goïta s'offusque désormais de voir la Côte d'Ivoire demander la libération de ses soldats parce qu'elle a continué d'abriter, de servir d'asile politique à des personnalités maliennes poursuivies par la justice. Quel commentaire? Bon, je trouve déjà très regrettable que notre chef d'État veuille servir nos compatriotes maliens, peu importe, présumés innocents, jusqu'à preuve du contraire, comme monnaie d'échange contre les militaires ivoiriens qui ont été arrêtés pour des fraudes, parce que, comme je disais tout à l'heure, mon co-débatteur, ce sont des militaires de l'armée ivoirienne qui ont été pris ici et mis sous mandat de dépôt. Donc je pense que les négociations concernant la libération de ces militaires n'ont rien à voir avec nos compatriotes maliens qui sont aujourd'hui en exil dans d'autres pays. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Si le chef d'État malien rencontre son homologue, je pense que les négociations doivent aller dans d'autres sens, mais pas de servir, de prendre comme monnaie d'échange
nos compatriotes maliens présumés innocents, je précise, jusqu'à preuve du contraire, parce que ce n'est pas le même dossier, ce n'est pas le même contexte. Okay. Monsieur Konaté, on peut désormais dire qu'après cette sortie du colonel Goïta, ces deux dossiers sont désormais intimement liés. Oui, si on s'en tient à ce que Assimi, le colonel Assimi a tenu comme propos, mais comme on a si bien dit tout de suite, une fois de plus, je dirais qu'on a toujours ce problème de stratégie de communication. Un président qui sort et parle ainsi veut lier deux choses différentes. Chaque situation est un cas à traiter différemment. En tant que responsable, on doit situer les responsabilités et engager. Si on a besoin des Maliens qu'on pense qu'il y a un mandat d'arrêt, on doit faire une demande officielle, s'adresser à son homologue, voilà ce que nous souhaiterons. Mais de lier les deux, ça montre que d'abord la communication ne devrait pas passer ainsi. C'est les mêmes erreurs de communication qu'on a eu à faire avec la déclaration, la première déclaration. Généralement, c'est ce qui nous arrive chaque fois. On sort très tôt pour lancer des propos et au finish, c'est très difficile de pouvoir revenir en arrière. Si un responsable parle, il est très difficile qu'il arrive à revenir, de dire que ce que j'ai dit, ce n'est pas ça. Okay. Donc ça complique la situation. Selon moi, ce n'était pas le contexte, ni le lieu, ni le moment de pouvoir lier ces deux événements, ces deux situations. Okay. Hassan, le sort des 46 soldats ivoiriens dépend désormais de ces personnalités qui ont trouvé comme refuge la Côte d'Ivoire. Bon, moi je ne pense pas que les deux doivent être intimement liés, mais par contre, moi je comprends la démarche. Je dis que je comprends la démarche, pourquoi ? Parce qu'on est aussi dans un contexte international. On parle de mandat d'arrêt, parce que c'est ce qu'ils ont dit, ceux envers qui il y a un mandat d'arrêt international qui a été établi. Et lorsqu'on négocie, on est en mesure, parce que c'est une négociation politique aussi, c'est-à-dire que les 46, même s'il n'y a pas encore eu de procès, jusqu'à preuve du contraire, Maître Koto pourra le confirmer, il me semble, que ce soit la Convention de Genève ou nos lois ici en interne, des personnes qui arrivent chez vous avec des armes sans autorisation, ce sont des mercenaires. Et il y a un régime spécial par rapport à ces personnes-là. Donc si vous rentrez dans une négociation politique, forcément, de l'autre côté, l'État peut aussi rentrer dans une négociation politique. D'un point de vue juridique proprement dit, effectivement, l'un ne peut pas servir de monnaie d'échange à l'autre. Mais d'un point de vue politique, rien ne l'empêche, parce que justement, c'est d'un point de vue politique. Je l'annonçais tantôt, le procureur général désormais met en garde les acquéreurs et éventuels acheteurs des biens des personnes appartenant bien sûr à des personnes poursuivies ou susceptibles d'être poursuivies par la justice malienne. Après cette mise en garde du parquet général, beaucoup de Maliens comme nous s'interrogent déjà en se posant la question suivante: comment reconnaître parmi les 20 millions de Maliens que X ou Y est susceptible d'être poursuivi? Maître Koto. Comment reconnaître ces personnes susceptibles? D'abord, le communiqué, il faut placer les choses dans leur contexte. Vous savez, le communiqué numéro 2 du 6 septembre 2022, je pense, procureur général près de la Cour suprême du Mali, pose de sérieuses interrogations en droit, tant dans la forme que dans le fond. Vous savez, le combat contre la corruption est une lutte permanente et impérative dans notre pays. Elle a même été la volonté exprimée par le peuple lors de toutes les assises. J'imagine même que dans le passé, il y a même eu des états généraux sur la corruption dans ce pays. Et les dernières assises, en date des assises nationales de la refondation, la lutte contre la corruption est un élément récurrent qui intervient. Et nous savons aujourd'hui qu'en grande partie, elle a été la cause de l'échec de la gouvernance politique dans notre pays. La lutte contre la corruption doit se faire, mais elle doit se faire dans le cadre strictement légal. Oui.
Vous savez, je Qu'est-ce parlais que vous tantôt reprochez à ce communiqué, Oui. j'en viens, sur la forme d'abord. Oui. On se pose la question, quel est le fondement juridique de ce communiqué? D'autant plus qu'il n'est pas un acte de procédure, il n'a pas des effets coercitifs. Ça c'est 2. Ce communiqué de la part du procureur général est surprenant en ce sens que il apparaît comme un acte qui remet en cause 2 droits constitutionnels qu'on appelle les droits fondamentaux, qui est la présomption d'innocence et le droit de propriété. Donc, à la forme déjà, on voit qu'il y a un problème. On se pose la question. Au fond également, vous allez voir que des restrictions apportées au droit de propriété sont prévues dans le cadre de la loi. Les personnes déjà poursuivies, le pouvoir est donné au juge d'instruction de placer leurs biens, peu importe que ce soit les biens mobiliers ou dans le cas précis on parle de biens immobiliers. Rien n'empêche le juge d'instruction des personnes poursuivies. S'il y a un lien entre des faits reprochés à la personne poursuivie et les biens qu'il dispose, de placer ces biens sous main de justice. C'est la procédure normale. Mais un communiqué, même cela, un communiqué qui, des personnes poursuivies, dont leurs biens ne sont pas placés sous main de justice, ils sont présumés être innocents. Ils ont le droit de disposer leurs biens. Librement de leurs biens. Absolument. Oui. Tant que leur culpabilité n'est pas définitive, ils ont le droit de disposer leurs biens. À moins que la justice les place sous main de justice, qui est une mesure conservatoire, en attendant que leur culpabilité soit définitivement scellée par le droit. Ce n'est pas le cas. 2. Qui sont ces personnes susceptibles d'être poursuivies? Donc, à ce moment, vous allez voir que le communiqué apparaît en quelque sorte comme, je le dis bien, une sorte de menace d'intimidation ou de dissuader les personnes qui ne sont pas encore poursuivies et n'auront pas le droit de disposer leurs biens. D'accord. Donc, je pense que sur le plan, sur la forme et le fond, le communiqué pose des sérieuses interrogations en droit. Okay. Il est désormais interdit d'acheter les biens appartenant aux personnes poursuivies et susceptibles d'être poursuivies. Bon, je ne pourrais pas aller plus loin que Maître ici, parce que lui, il est juriste et il connaît les mots appropriés dans ce sens. Moi, je dirais, dans ce dossier, c'est comment identifier ces personnes susceptibles d'être poursuivies. Ben, c'est ça la question que tout le monde se pose depuis la divulgation de ce communiqué. On ne sait pas de qui il s'agit, parce que quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont poursuivies tous les jours dans les différents tribunaux. Comment savoir, un acheteur de bonne foi peut savoir que telle personne est poursuivie à la justice, et où il faudrait que la population fasse des enquêtes d'abord de moralité sur des biens qu'ils vont acquérir. On ne sait pas, parce que moi je trouve que c'est quand même, comme le dit, un communiqué vraiment qui n'a pour moi pas de sens en quelque sorte. Si ils doivent aller dans ce sens, c'est que la justice doit d'abord acquérir, mettre la main sur les biens de la personne qui est poursuivie. Là au moins on sait que ce sont des biens qui sont déjà mis sur scellé au niveau de la justice. Mais comme ça, ce sont des présumés innocents, comme le dit Maître, c'est des personnes qui, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas des coupables. Donc voilà, si la justice n'a pas eu affaire de sceller sur des biens, ben ils ont bel et bien le droit de vendre leurs biens, et nous, population, on a bel et bien le droit d'acheter, d'acquérir ces biens, parce que nous n'allons pas nous mettre à l'épreuve d'aller faire une enquête de moralité sur chaque achat que nous allons faire. C'est quand même pas possible, quoi. Okay. Est-ce que la difficulté dans ces communiqués ne se trouve pas au niveau de comment reconnaître une personne susceptible d'être poursuivie par la justice? Moi, à ce niveau, je pense qu'il y a 2 lettres qui circulent. Il y a 2 lettres qui circulent. Il y a la première lettre, dont Maître vient d'expliquer, qui est du numéro 2, du 6 septembre. Il y a une deuxième lettre du 8 septembre. La deuxième lettre contredit, met en garde les auteurs de la première lettre attribuée au procureur. Oui.
Donc la deuxième lettre, si on se base sur la deuxième lettre, Elle dit quoi en substance? que le procureur n'a pas fait de communiqué, on les attribue un communiqué qui ne vient pas d'eux, Oui. et que les auteurs de cette lettre seront traduits devant les justices. Oui. Je pense que c'est ça la deuxième lettre. La première lettre, c'est ce que Maître et Evelyne vient de développer. Quand on analyse objectivement depuis la première lettre, souvent on se met à lire les lettres mais sans analyser. Oui. Quelle est Parce que votre analyse? moi, l'analyse, c'est ce que je suis en train de faire. Depuis la première lettre, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la lettre. Parce qu'on ne peut pas savoir qui doit être poursuivi, qui est susceptible d'être poursuivi ou les biens peuvent être saisis. Le citoyen ne peut pas le savoir. C'est notre droit fondamental de pouvoir posséder ou d'acquérir un bien. Donc s'il n'y a pas une personne officiellement condamnée, le citoyen peut le faire. Donc si le procureur parle de ça, je pense que la deuxième lettre, si réellement, parce que souvent il y a ce problème même qui est au Mali aujourd'hui. On ne sait même plus quel est un document officiel, il n'est pas un document officiel. Parce que quand on prend les deux lettres, si on prend les deux lettres, Oui, si vous permettez pour vous dire que pour la deuxième lettre, le numéro, d'après lui-même, le numéro 34, du 8 septembre, il est sorti hier au journal télévisé pour apporter le démenti que la lettre ne vient pas de lui. Donc je pense qu'on peut s'en tenir. Non, je viens par rapport à ça, c'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est par rapport je fais l'analyse de ce qui a été publié d'abord. Oui. Souvent, il faut savoir analyser qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui est original ou pas. Parce que souvent, même si, comme Maître vient de dire, il est sorti pour dire que ça ne vient pas de lui. C'est parce que c'est quelque chose au Mali qu'on doit chercher à savoir. On ne peut pas se permettre dans un pays sérieux, un pays qui se parle de refondation, un pays qui parle de reconstruction, et que des citoyens se permettent d'écrire des lettres et attribuer à un procureur de la République. Ça, c'est des choses, la première des choses, que ce soit lui, que ce soit les deux lettres. Oui. Ça veut dire que les personnes coupables de cela doivent être poursuivies, parce qu'on ne peut pas se permettre de pouvoir attribuer quelque chose à un procureur. On va vous retourner la parole. Hassan Sey veut réagir. Oui, en fait, il y a le principe. Le principe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a une vente, on a ce qu'on appelle les garanties contre l'éviction et les vices cachés. Garantie contre l'éviction, ça veut dire qu'on ne peut pas être évincé de sa propriété. Ça veut dire que c'est la personne qui vous vend le bien qui vous garantit que vous allez avoir une propriété paisible et pleine et entière de ce bien-là. Mais ensuite, on a aussi des exceptions. Les exceptions, c'est que même dans le cadre de notre loi, on a le recel. On parle de recel généralement quand on parle de vol, la plupart du temps. Mais lorsque vous avez aussi des biens et vous savez que leur valeur est peut-être, je vous donne un exemple peut-être absurde, mais que le bien vaut 100 millions et que la personne décide de vous le vendre à 10 millions, bon, vous êtes censé faire un minimum aussi de recherche. Ce n'est pas de sauter sur toutes les bonnes occasions, parce que sinon vous devenez receleur. Et ça, le Code pénal l'a prévu en son article 24, dans le cadre de la complicité active. Elle l'a aussi prévu dans l'article 43 en le précisant. Donc, le recel, à la limite, le communiqué n'a pas de raison d'être si on l'analyse comme ça, parce que le recel est déjà pénalement sanctionné. Mais ceci dit, dans le contexte dans lequel on est, au-delà de la lettre, dans l'esprit du communiqué, ce qui peut être aussi compris, c'est que ça a un but informatif. C'est peut-être effectivement une mise en garde qui a la valeur qu'elle a, mais comme pour dire, même si nul n'est censé ignorer la loi, faites attention. Si vous êtes vous avez en face de vous un fonctionnaire qui n'a pas d'autres revenus, qui n'est pas nanti, qui n'est pas fils de multimilliardaire ou quoi que ce soit, et qui gagne peut-être 300 000 ou 400 000 francs par mois, qui a travaillé peut-être 5 ans ou 10 ans, peu importe le nombre d'années pour l'État, et possède des villas à n'en pas finir et décide de vous en mettre à disposition ou de vous les vendre,
faites attention. C'est une mise en garde. Mais c'est pas sur la base de ce communiqué-là qu'on peut prendre quelqu'un et l'enfermer. Ça, c'est clair et net, et Maître Koto l'a dit aussi. Mais il faut aussi, dans le cadre de l'État, qu'on informe les citoyens sur la marche et sur les lois qui sont en vigueur. C'est un peu peut-être l'esprit. Je ne sais pas exactement ce qui a motivé le procureur général. Je ne suis pas lui. Mais je dis que ce n'est pas non plus complètement incompréhensible si on analyse du point de vue des risques de recel dans un contexte où on a peur justement que la transition ne se transforme pas en chasse aux sorcières. Ça, on aura le temps de revenir là-dessus. Donc il y a des personnes qui n'ont peut-être rien fait, mais il y a aussi peut-être des personnes qui sont dans une position délicate. Donc c'est une manière de dire à tout le monde de faire attention, quoi. Maître, qui risquent les éventuels acquéreurs de ces biens malgré ces communiqués? À ce stade, les éventuels acquéreurs ne risquent rien en droit. Puisque ce communiqué s'adresse à eux. Absolument. Je sais ce que j'ai dit. J'ai dit le communiqué fait par le procureur n'est pas un acte de procédure. Il n'a pas d'effet coercitif. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Vous savez, le procureur a ce droit de communiquer sur l'évolution des procédures. Mais la teneur de cette lettre, il faut qu'on soit plus clair, est une sorte de mise en garde, une sorte de dissuasion faite non seulement aux personnes poursuivies qui sont propriétaires des biens immobiliers et que ces biens ne sont pas encore placés sous main de justice. Le paradoxe, c'est quoi? C'est que ces biens, les personnes poursuivies, une fois qu'il est établi devant le juge d'instruction, que ce soit une chambre d'instruction, que ces biens, l'acquisition de ces biens a un lien avec les infractions reprochées à des personnes, ils peuvent placer ces biens sous main de justice. Ça empêche l'éventuelle disposition de la vente. Je crois qu'en elle-même, cet acte en lui-même suffit déjà. Ouais. Maintenant, les personnes poursuivies qui ne sont pas encore déclarées coupables, ils ont des biens. Donc, si on le fait bénéficier la présomption d'innocence, ils ont le droit de disposer. Maintenant, quand on le dissuade de disposer, alors que la justice n'a pas placé sous main de justice leurs biens, il y a un problème. Deuxième aspect, c'est qu'ils ne sont pas poursuivis d'abord. Maintenant, ils ne sont pas poursuivis. Comment on va le savoir? Ils sont des éventuelles personnes. Alors, on les dissuade et on dissuade les éventuels acquéreurs. Je pense qu'une fois, je prends un exemple frappant. Oui. Quand un juge d'instruction place un immeuble, c'est une parcelle ou bien une maison bâtie qui fait l'objet d'immatriculation. Oui. Une fois qu'il place ce bien sous main de justice, alors il prend une décision, une ordonnance. C'est communiqué au chef du bureau du domaine. Mention va être ressortie dans le livre foncier concernant le titre. On ne peut pas le vendre à qui que ce soit. Donc ça doit suffire à lui-même. Mais si on va dans la logique de faire ce type de communiqué, je vous dis en droit ça pose problème. D'autant plus que tant qu'on n'est pas déclaré coupable, on a des droits. Oui. Et ces droits, on doit les jouir. Le droit de propriété doit être joui de la façon la plus absolue. Le procureur s'est trompé? Le procureur, je ne peux pas dire qu'il s'est trompé, mais le communiqué qu'il a fait, le communiqué pose quand même d'interrogations très sérieuses en droit. Ok. Est-ce qu'on doit continuer à minimiser la portée de ces communiqués quand on sait qu'il vient d'un haut lieu du droit qu'est la Cour suprême? Bon, il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a aussi ce que Konaté a dit tout à l'heure, il y a un deuxième communiqué qui contredit le premier communiqué, même malgré qu'il est, même malgré qu'il est cacheté et puis signé et tout, mais quand même il y a deux communiqués qui circulent ou même un démenti. Je dirais parce que c'est un démenti qui a été publié, j'avais lu aussi. Donc je trouve que si les autorités pensent que ce qui a été divulgué en premier n'est pas réel, ben alors je pense qu'il y a plus rien à ajouter, à moins que si c'est une erreur, parce que ça peut être possible que des autorités puissent prendre une décision et que ça passe mal. La décision passe mal au niveau de la population, parce que ça a quand même fait le tour des réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de commentaires négatifs là-dessus. Les gens étaient pas d'accord, ils voulaient comprendre comment ça se fait et comment on peut reconnaître un présumé innocent, quelqu'un qui est poursuivi par la justice. Donc peut-être que dans ce contexte, il y a eu un communiqué pour dire bon, c'était faux, c'était pas un vrai communiqué. Ça, je dis pas que c'est ça, hein. Je dis que c'est possible.
Maintenant, dans l'un ou dans l'autre, moi je pense que c'est un communiqué qui n'a pas de fondement, qui peut, comme dit maître, je ne suis pas juriste, mais qui est de nature à protéger des éventuels acquéreurs de bonne foi. Je pense que c'est plutôt une manière d'intimider plus les personnes qui sont poursuivies, au fait. Peut-être, bon, vous savez, on ne sait pas qui a quoi comme patrimoine. Donc déjà, si la personne fait état de poursuite, on peut dire, bon, si on dit ça, il va avoir peur de vendre ses biens le temps qu'on arrive à les saisir, parce qu'on sait qu'il y a une loi aujourd'hui qui fait qu'on peut saisir, le pôle économique peut saisir les biens des personnes qui ont été poursuivies au niveau du pôle économique. Donc peut-être c'est pour les dissuader et les intimider à vendre leurs biens. Mais je ne pense pas que, comme je m'appuie sur ce que Maître a dit, en tant que juriste, il n'y a pas de fondement juridique dans cette histoire. Comme Evelyne, une visée pédagogique finalement? Bon, je ne dirais pas de visée pédagogique, c'est une visée pédagogique. Souvent, il faut qu'on se situe dans la chronologie des événements. Oui. Je pense que Maître a dit quelque chose, mais je pense que dans ces deux propos, la réponse de la première se trouve dans la deuxième. Parce qu'en disant que un bâtiment qui susceptible d'être vendu à 100 millions, on te vend à 50 millions, ça veut dire que tu es complice du voleur. Mais un bâtiment qui est 100 millions, qu'on te vend à 100 millions, oui. La bonne foi est avérée. Qui te prouve oui. La preuve de la bonne foi. Est-ce que le citoyen qui ne sait pas que cette personne est poursuivie doit refuser parce que qu'il est fonctionnaire? Est-ce que ce citoyen a les preuves, a les moyens de pouvoir vérifier la provenance de ses biens? Donc il a déjà prouvé, comme lui-même il a dit, si tu prouves la véracité, la légalité du bien que tu possèdes et que tu vends à la valeur légale, toi en tant que citoyen, ça veut dire que la lettre nous dit, ça veut dire que même si cette preuve est prouvée, tu ne dois pas posséder. Donc on ne peut pas le savoir maintenant. Pédagogiquement, c'est quoi? Qu'est-ce qui est cherché réellement? Et réellement, c'est ce que moi j'aimerais comprendre. Et réellement, c'est communiquer la vise quoi? Mais pour moi, même le communiquer, c'est pas ça l'actionnaire. Pour moi, on ne peut pas accepter jusqu'à présent, comme je l'ai dit, que les citoyens se permettent chaque fois d'attribuer des communiqués. Oui. C'est comme si on veut diriger, on veut faire les choses en fonction de la teneur, de la tendance populaire sur les réseaux sociaux, on décide. D'accord. Donc on balance quelque chose, on fait un sondage, la majorité est là, ils sont d'accord, on prend cette direction. D'accord. Donc l'analyse que je fais, pour ne pas rentrer dans la profondeur de tel musée comme maître, mais pour moi, en tant qu'analyste politique, il faut qu'on essaie de voir cette tendance, qu'on analyse une décision qui doit être prise. Les lois sont là. D'accord. On sait que aujourd'hui, quand tu es poursuivi, tu es coupable, il y a une loi qui a été votée. Au lieu de t'emprisonner, on peut saisir tes biens et les vendre. Donc pour moi, ce communiqué n'aurait dû pas être, étant donné que cette loi Sauf a que été cette votée. loi n'a pas encore été votée. Non, Hein? cette loi est en cours. Oui. Oui, le processus est engagé. Donc ça veut dire que si on veut intimider les gens, oui. de ne pas aller dans ce sens. D'accord. Pourquoi ne pas accélérer cette procédure? Oui. Pour que nous trouvons la solution rapidement. Okay. Souvent, il faut qu'on arrive à voir, mais d'éviter de prendre les décisions ou bien les communiqués qui sortent de gauche à droite. Finalement, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai. Ok. On peut dire que c'est communiqué aussi, c'est une sorte de réponse à cette nouvelle loi pénale, de procédure pénale et pénale qui est en instance. Bon, je ne pense pas. Il y a un lien qui est toujours faisable parce qu'on est toujours dans le même domaine, mais je ne pense pas que ça soit lié. Moi, je reste convaincu que, sans être lu encore une fois, l'esprit, parce que le communiqué que j'ai lu, et comme l'a dit Maître, je pense qu'il a confirmé également que le communiqué venait bien de lui. Et il y a un autre problème qui est soulevé par l'ami en face. C'est vrai qu'au Mali, parfois, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que tous les communiqués, les vrais comme les faux, sont tamponnés, estampillés avec les sceaux de l'État, ce qui est du faux et de l'usage de faux.
et il n'y a pas de sanction derrière. Donc il faut que l'État, réellement à ce niveau-là, il voit comment recadrer les choses. Maintenant, pour revenir à votre question plus précisément, ce communiqué du C002 PG CSM, il me semble, il dit les poursuites, attention, il me semble, attention aux transactions proposées, et on demande à la population de faire preuve de prudence et de vigilance. Parce que ce qui a été dit est clair. Ce communiqué ne peut pas, on peut pas sur la base de ce communiqué prendre quelqu'un et l'incarcérer. Ça c'est clair. Ça, il n'y a même pas de débat dessus. Ça a une visée informative. Mais ce communiqué ne dit pas non plus que les personnes qui vont l'acheter sont pénalement responsables ou vont se retrouver en prison. Moi, je ne l'ai pas lu. Ils disent, faites preuve de vigilance et de prudence. Mais les lois de la République sont déjà là. On a parlé du cas du recel, mais il y a d'autres cas. Il y a le vol, il y a le détournement. Il y a énormément de choses qui font que lorsqu'on est en porte-à-faux avec la loi, même dans le cadre d'une vente classique, même si on n'a rien fait, quelqu'un vous vend une voiture avec des défauts qu'il connaît et que vous ne connaissez pas, vous avez un délai de rétractation de 7 jours si vous constatez qu'il y a un souci et vous pouvez annuler la vente. Donc il y a des mécanismes qui existent. Donc le cas qu'il dit, un bien qui vaut 100 millions, vous l'achetez à 100 millions, vous ne savez pas qu'il y a des problèmes, même à 90 millions, peu importe, mais vous restez toujours au-delà de la valeur vénale. Bon, vous ne savez pas que ce bien a un problème, mais l'État aussi est en train de vous dire, on ne va pas vous enfermer pour ça, mais s'il vous plaît, faites attention. Si quelqu'un vous propose un bien à 100 millions et que vous connaissez plus ou moins l'origine des fonds ou le niveau de revenu de la personne et que ça paraît bien au-delà de ses moyens, faites attention avant d'acquérir ces biens-là. C'est tout. D'accord. Maître, pour sortir de ça, je voudrais dire à Sey que dans la teneur du communiqué, il est bien dit que les personnes, les éventuels acquéreurs là s'exposent aux mêmes peines que des personnes propriétaires. C'est clair. Le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe est très clair. Comme vous dites que vous ne l'avez pas lu. Moi, celui que j'ai lu là, on dit il convient dès lors de faire attention aux transactions. Pour terminer. Oui. Donc, quand même, il ressort dans le communiqué. Qui est même sur la page officielle du ministère de la Justice. Il s'expose à des sanctions. C'est là où j'ai dit ça pose des problèmes en droit. Vous savez, la lutte contre la corruption, il faut terminer là-dessus, doit rimer avec le respect de la légalité. Ça, c'est clair. Vous savez, la justice a tous les pouvoirs. Je dis bien, la justice a tous les pouvoirs pour mettre entre ses mains les biens acquis en lien avec des infractions reprochées à des personnes poursuivies devant elle. À partir du moment où la justice a ce pouvoir, moi je ne vois pas ici l'utilité de se communiquer. Et même quand nous prenons des institutions spécialisées dans le lutte contre la corruption, comme le CLE par exemple, l'Office central, il doit avoir le pouvoir de pouvoir confisquer les biens. Donc je pense que le problème est réglé, c'est-à-dire par la loi, et la justice a tous les pouvoirs. Il est même dit que le juge d'instruction peut prendre tous les actes qu'il estime nécessaires. Donc il a le pouvoir de perquisitionner, de réquisitionner, de saisir, de placer tous les objets sous main de justice. Donc je pense que la question est tranchée et ce communiqué pose vraiment encore des interrogations. Si je peux juste rebondir très rapidement dessus. Je vous lis juste les 2 derniers paragraphes. Effectivement, comme il le dit, on vous dit, dans un tel contexte, il nous est pleinement agréable d'attirer l'attention du public sur le risque encouru par les acquéreurs de tels biens, étant donné qu'en faire l'acquisition en qualité d'acheteur notamment, expose très certainement ceux-ci aux mêmes poursuites pénales que les vendeurs indélicats. 1. Ensuite, il convient dès lors de faire attention aux transactions proposées par des personnes impliquées ou susceptibles d'être impliquées dans des poursuites pénales et de faire preuve à la fois de prudence et de vigilance. Donc moi, encore une fois, ce que je dis, et je reste convaincu que c'est plus une mise en garde qu'autre chose, parce que le fait de dire que ces personnes sont susceptibles de poursuites, ce n'est pas le communiqué qui le définit, c'est la loi. C'est ce que je dis, c'est un recel, que ça soit le communiqué ou pas, un recel reste un recel. Donc simplement, je comprends l'esprit. Il ne faut pas qu'on soit dans un état où on a l'impression qu'on est muselé et que les gens ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Et je comprends la manière de voir de maître, parce que c'est un peu un puriste. Mais moi, je dis simplement que dans un contexte politique, avec des risques de fuite de capitaux, de fuite
de personnes et de détournement de biens, ce genre de mise en garde n'est pas nécessairement contre-productive. Ça, c'est mon avis personnel. Après... Votre dernier mot là-dessus? Bon, mon dernier mot, je pense que ce que j'avais dit tout à l'heure, je m'en tiendrai à ça, à dire que Je vois que vous êtes prudente. Je suis prudente parce que je ne suis pas juriste, j'ai pas fait le droit, donc je ne peux pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas, mais je dirais, si je ferais une analyse politique comme mon camarade ici présent, c'est de dire que voilà, on ne pourrait pas en tant que simple citoyen malien connaître le niveau ou l'enquête ou savoir que telle personne est sous mandat ou sous poursuite judiciaire. Nous n'avons pas les moyens de définir où d'aller, parce que même là, si tu vois que quelqu'un, tu achètes un bien et que après tu soupçonnes la personne, tu sais même pas quel tribunal d'abord est chargé du dossier, comment aller voir le juge en question, est-ce qu'il va te donner des éléments là-dessus. Il y a tous ces aspects, c'est vrai de faire attention, mais oui, mais ça c'est dans la capitale. Il faut aussi prendre sur l'aspect national, c'est-à-dire dans toutes les régions. Dans les régions, il n'y a pas de, je crois que l'administration, il y a certains endroits où il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien. Donc, et ces gens, comment eux ils vont faire? Il y a ça aussi comme question en fait. D'accord. Votre dernier mot là-dessus? Mon dernier mot là-dessus, c'est toujours de voir l'impact, le résultat recherché pour cette action. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on parle de droit, de renouveau, de reconstruction d'un Mali nouveau. De Mali nouveau, c'est de pouvoir rassurer la population, de pouvoir respecter le droit en les motivant à respecter leurs devoirs. Mais si des communiqués ou autre chose arrivent à installer une certaine peur sur la population, en tant que politique, j'ai des réserves, j'ai des interrogations sur ce point, qu'on essaie de voir jusqu'où le citoyen est libre, jusqu'où on peut autoriser le citoyen de pouvoir s'exprimer, de pouvoir valoir ses droits. D'accord. C'est à la chaîne nationale qu'il a accordé, si vous voulez, sa première grande sortie médiatique. Le colonel Ablaye Maïga s'est donc livré ce vendredi face à la caméra de nos confrères de l'ORTM à un grand oral. Parmi les points saillants, prompt établissement à son prédécesseur, continuité de la vision de Choguel Kokala Maïga, clin d'œil aux détracteurs de la transition et des accusations contre la France. Maître Koto, vous avez pu suivre cette sortie du Premier ministre par intérim? Absolument, j'ai pu suivre cette première sortie du Premier ministre intérimaire. Oui. Voilà, le Premier ministre est empêché à présent, donc il est intérimaire. Oui. On précise ça, légalement, il est Premier ministre intérimaire. Donc oui, j'ai cru comprendre, ce qui m'a quand même frappé davantage, c'est qu'il a placé son action dans la continuité. Oui. Donc cela veut dire il a parlé le programme, le plan d'action gouvernemental qui est en mise en œuvre avec les feuilles de route définies. Donc il s'inscrit dans cette logique de la mise en œuvre et il a essayé également d'apporter ce que j'appelle de façon des justificatifs de toutes les actions des autorités de la transition. D'abord à l'intérieur, tout ce qui va dans le sens de renforcement de la capacité de forces armées et de sécurité et nos relations difficiles aussi avec certains de nos partenaires, précisément la France, la saisine du Conseil de sécurité, je pense que nous en reviendrons. Il a apporté quelques éléments d'explication avec la situation de 49 militaires ivoiriens qui sont en détention, c'est-à-dire pour des faits criminels reprochés à eux. Donc je comprends globalement, c'est la continuité de l'action de Choguel Kokala Maïga. Nous prions pour son rétablissement rapide. Ok. Le Premier ministre par intérim a fait sa première grande sortie médiatique hier.
Oui, nous avons, je crois que... Il a fait un clin d'œil au cadre d'échange des partis. Bon, il n'a pas fait un clin d'œil au cadre d'échange des partis, il a fait un clin d'œil à toute la classe politique, parce qu'il a parlé de la classe politique en majorité, donc pas précisément le cadre d'échange. Et on a suivi avec intérêt, en tout cas, tout ce qu'il a eu à dire hier dans son intervention, notamment dire et préciser que la transition n'a pas d'opposant. Oui. Donc voilà, il l'a dit 2 fois. La transition n'a pas d'opposant. Il y a des compatriotes qui doutent des actions de la transition. Il faut les convaincre et non les vaincre. Exactement. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Nous doutons des actions de la transition, certaines actions de la transition, pas toutes, mais certaines actions de la transition, nous doutons, et ça c'est logique. Et parce que quand on voit certaines choses qui pour nous en tant que politique n'est pas quelque chose de faisable ou devait se faire autrement, on a le droit normal de l'expliquer et aussi de faire des propositions aussi dans ce sens. Je crois que le cadre a toujours été dans cette démarche, a toujours pas seulement dit que ça n'allait pas, mais aussi proposé des solutions de sortie. Ça a été fait plusieurs fois. Donc à préciser que j'ai aimé la partie où il a dit qu'il n'y a pas d'opposants parce que nous avons toujours crié et dit que nous ne sommes pas opposés à la transition et nous ne pouvons pas être opposés parce que le cadre s'appelle le cadre d'échange des partis et regroupements pour une transition réussie. Et comme l'a dit le président sortant en exercice du cadre Ousseini Amion Dindo, il a précisé que la transition, ce n'est pas une personne, c'est une période que tous les Maliens doivent soutenir pour qu'on puisse revenir dans l'ordre constitutionnel. Okay. Une sortie réussie. Une sortie est reçue, mais qui donne à des pistes de réflexion. Oui. Reçue parce qu'on est dans une période, j'ai envie de le dire, une transition n'est pas faite pour avoir d'opposition. On n'essaie pas d'être dans la transition de créer l'opposition. Mais le Premier ministre, par intérim, a commencé son discours à travers ça. Je pense que ça, c'est pour rassurer, de pouvoir comprendre les termes en leur sens. Convaincre et vaincre. Parce que quand tu parles de vaincre quelqu'un, tu le mets dans la résistance. Quand il y a résistance, c'est la défensive qui amène. Mais convaincre, ça veut dire que de comprendre et que vous essayez pour discuter et d'aller dans la même direction. Et je pense que c'est ça l'objectif de la transition. Il se démarque de son... Pas de son prédécesseur. De son prédécesseur, mais il se démarque du Premier ministre qui est souffrant, qui a empêché, selon l'information reçue, même si on n'a pas encore reçu l'information officielle du gouvernement qui devrait être le cas. Mais dès l'instant que le Premier ministre, par intérim, a présenté ses propres établissements au Premier ministre, Premier ministre, ça en dit long déjà. On a l'habitude de rencontrer, la transition a toujours commencé, nous a montré, nous a habitués à des communiqués à des moments difficiles, à des situations exceptionnelles. Un Premier ministre malade est une situation exceptionnelle et ça mérite un communiqué officiel de rassurer les Maliens. Voilà l'état de la situation du Premier ministre. Ça, je n'ai pas encore terminé. Ça, c'est le premier point que le Premier ministre actuel, intérimaire, a rassuré la classe politique. Quand je dis la classe politique, ce n'est pas seulement les politiques. C'est les Maliens. Il y a des citoyens aussi qui ne sont pas dans les partis politiques, qui ne sont pas des leaders politiques, mais qui avaient une vision, une perception différente de la gestion du pays. Donc si on tend la main, on essaie de les comprendre, donc ça c'est un grand pas. L'autre côté, j'ai dit, il s'est inscrit dans le court et dans le moyen terme. Parce qu'un Premier ministre intérimaire, le discours qu'il a tenu, nous amène à des réflexions, à des pistes ou à des doutes sur la continuité ou jusqu'où l'intérim doit s'arrêter. D'accord. Donc si on prend les deux, il a fait un grand pas et j'espère que la transition continuera sur cela, parce que si on tend la main, ceux qui pensent qu'on peut diriger différemment, on les écoute, on s'assied, on discute. Je pense que même les divergences qui existent aujourd'hui sur l'âge, sur d'autres structures, si il y avait cette manière de tendre la main,
de tendre l'oreille à écouter l'autre et de le comprendre, on n'allait pas être à cette situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est après cette sortie du Premier ministre par intérim, nous avons fait le tour sur les pages au niveau des réseaux sociaux. Aucun commentaire négatif. Bon, généralement, je préfère qu'on parle de ce qu'il y a autour plutôt que des personnes. Mais dans le cas d'espèce quand même, étant donné qu'effectivement, il y a un intérim qui est assuré parce qu'il y a un Premier ministre qui est empêché, même si je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il faille donner les détails personnels de la santé du Premier ministre empêché. On sait qu'il est empêché. Et une fois qu'il n'y a pas de rupture véritable dans l'ordre des choses, parce qu'il a affirmé que le PAG reste la boussole, je pense que c'est l'expression qu'il a utilisée, qu'il se veut rassembleur, et je trouve que c'est une excellente chose. Et je pense que même les partis politiques et la classe politique dans son ensemble avaient déjà salué sa venue, parce que avant cela, il y avait déjà eu des échanges au niveau de l'administration territoriale qui avaient plus ou moins apaisé les tensions. Ce qui a posé peut-être un peu problème, c'est le cas de Lège. Et même ça, lorsqu'il a été expliqué que c'était lié au fait que justement, est-ce que les partis allaient pouvoir se décider pour dire voici les 4 personnes qui nous représentent dans un délai limité, sachant qu'on va vers un chronogramme qu'on doit respecter aussi, qui a prévalu au tirage au sort, ça nous permet de comprendre qu'il y a aussi une démarche à la limite presque pédagogique. C'est-à-dire que même les actes posés sont expliqués. C'est pas forcément quelque chose avec quoi on est familier, mais pour le reste, que ce soit les actions du gouvernement, les actions phares à mener, les ministères clés, c'est-à-dire quand ils parlent de réforme, quand ils parlent de renforcement de la sécurité sur le territoire, quand ils parlent de préparation des élections, les priorités sont toujours les mêmes. La seule peut-être nuance que j'ai remarquée, même si le Premier ministre Choguel n'en parlait pas, en tout cas ni en positif ni en négatif, c'est que si j'ai compris, pour lui, il faut qu'on évite d'essayer de régler les 30 ans d'éventuels problèmes qu'il y aurait eu et de se concentrer sur l'essentiel, qui est la conduite de cette transition vers une fin heureuse. C'est-à-dire que les gens qui auraient commis des méfaits, la justice va quand même faire son travail, mais que ça ne doit pas être l'objectif principal. Ce n'est pas forcément une recherche inlassable et infatigable de responsables à ces problèmes-là. Donc, une fois qu'on est d'accord qu'il faut s'unir, qu'il faut se rassembler, qu'il n'y a pas d'opposants, ça veut dire que quelque part la porte est ouverte, qu'on veut aller vers une union véritable, qu'on veut poser les actes à poser pour que justement on ne tombe plus dans ce type de situation-là. Et comme c'est une guerre multiforme et qui fait face à plusieurs fronts, bien évidemment, il faudra que le maximum de Maliens soient impliqués, mais qu'on ne tombe pas dans les pièges d'avant qui consistent encore une fois à essayer de rentrer dans des systèmes de partage de postes, de gâteaux, de renégociation et d'affinité, qu'on reste dans le cadre qui est là et qu'on compose avec ceux qui sont bons, qui sont compétents, qui peuvent le faire, et que le pays avance. Et puis au moment des élections, le plus apte sera président et puis il va gérer les affaires à sa manière. Maître Koto, on a quand même vu que l'intérimaire a fait allusion plusieurs fois à la rhétorique du Premier ministre Choguel Kokolamaï. On a l'impression qu'il ne veut pas s'accrocher à ses postes, contrairement à ce que veut une certaine opinion. Absolument, parce que les actions du chef de l'État nous prouvent à suffisance que le Premier ministre actuel est empêché. Oui. Vous savez, l'état de santé, pour revenir là-dessus, vous savez, ça rentre dans le cadre de la vie privée de quelqu'un. Dans ce pays, on a cette confusion, souvent on le fait. Les hommes publics, on doit savoir tout ce qui est public sur eux, c'est normal parce qu'ils sont en charge de l'État. Mais ils ont aussi une sphère de vie privée. Donc l'état de santé rentre dedans. Donc je pense que le communiqué officiel fait quand même état de son état qu'il est malade. Donc il est empêché. Donc faisant allusion aux rhétoriques du Premier ministre, ça veut dire tout simplement que le cap n'a pas changé.
Maintenant, l'unanimité, ça c'est mon point de vue, qui est faite autour aujourd'hui du Premier ministre intérimaire, c'est qu'il n'est pas un homme politique. Choquel, il est éminemment politique. Il a mené un combat politique. La difficulté peut-être de l'union autour de Choquel s'explique par ça. Quand tu l'avais appelé, ma sœur vient de rappeler, quand il a dit la transition n'a pas d'opposant. Donc c'est pour vous dire tout simplement, le cap n'a pas changé. Ça c'est la ligne que le chef de l'État lui-même a tracée. Sinon il pouvait automatiquement remplacer le Premier ministre. Donc c'est pour dire tout simplement, la feuille de route doit être respectée. Ils ont des obligations vis-à-vis du peuple malien, mais aussi vis-à-vis de nos partenaires de communauté internationale dans ses composantes. Donc nous devons faire en sorte, pour respecter le chronogramme, faire en sorte qu'on puisse quand même regagner notre place dans le concert des nations. Donc le cap reste le même, pas de changement. L'unanimité, c'est la personne de l'actuel Premier ministre intérimaire qui n'est pas politique. Il a fait plusieurs fois allusion aux propos de Choguel Kokala Maïga. Déjà, ceux qui souhaitaient le voir remplacer Choguel Maïga devraient encore attendre encore. Bon, je crois qu'un Premier ministre doit être diplomate avant tout. Je crois que sa posture est plutôt diplomatique et très politique aussi. Même si aujourd'hui il joue un poste intérimaire, il est obligé de rappeler qu'il est intérimaire. Donc il n'est pas là dans un poste, il n'a pas été nommé par un décret pour dire qu'il remplace un Premier ministre sortant. Donc il est intérimaire, il est obligé de rester dans cette posture. C'est la raison pour laquelle il est revenu sur beaucoup de choses que le Premier ministre a dit, surtout l'affaire de lâcher en plein vol et d'autres aspects. Mais moi je me dis que tout ça va dépendre de l'évolution de l'état de santé du Premier ministre qui est empêché. Donc, à un moment donné... Peut-être pour aussi faire calmer les ardeurs des partisans du... Bon, nous, on avait déjà dit, on a été clair et on le répète, nous avons, je dirais même, combattu le Premier ministre, oui, je le dis, je fais partie. Pourquoi? Parce que il a porté une veste d'adversité dans une transition. Et moi, je pense que quand, dans une transition, un homme politique, s'il était rassembleur, au moment de venir à ce poste qui est très délicat aujourd'hui dans une transition, c'était plutôt de rassembler la classe politique autour de lui. Mais ça a été plutôt le contraire, c'était plutôt une adversité, un combat qui date de 30 ans en arrière que nous subissons, nous, nouvelle génération, qui n'avons absolument rien à voir avec ces 30 ans de combat. Le colonel Maïga s'est démarqué de lui. Il s'est démarqué de lui, il avait déjà mis les bases parce qu'il a ramené le cadre de concertation qui avait été mis de côté pendant longtemps. Donc il a rencontré la classe politique, la société civile l'a bien précisé, et il a dit que la porte de la primature et de tous ses homologues ministres dans le gouvernement était ouverte à des dialogues pour qu'on puisse évoluer dans le chronogramme. Voilà. Votre dernier mot avant de conclure l'émission. Bon, avant de dire le dernier mot, il y a des choses qui se disent souvent. Il faut qu'on arrive à clarifier certains points. Les partis politiques n'ont pas dit qu'ils n'ont pas fait de propositions. Ils ont fait 5 propositions. C'est la 4e proposition qui a été proposée par 5 partis politiques que le ministère a pris pour dire que les partis politiques ne sont pas entendus. Ils n'ont pas fait de propositions. Ils ne peuvent pas proposer des personnes. D'accord. Donc, si on regroupe les gens, on les réunit, on les demande de faire des propositions. Je pense que la proposition de l'ordre est que si la majorité propose quelque chose, on n'a pas à décider. On prend en tant que démocrate ce que la majorité a proposé. Qu'on ne prend pas première proposition, deuxième proposition, troisième. On laisse les 3 premières propositions, on prend la 4e en faisant, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est derrière. Donc, pour dire que cette partie, il y avait à peu près 60 partis qui ont fait une proposition. Il y a 16 partis qui ont fait une deuxième proposition. Mais ce que 5 partis ont proposé, on prend ça comme arme de guerre contre les partis politiques. Donc il faut qu'on essaye de clarifier certaines choses. Les partis politiques sont là. Et nous, le cadre du parti politique pour une transition reçue, nous sommes là pour la réussite de la transition. La réussite de la transition, ça passe par de donner son point de vue, de donner sa perception, de dire là où c'est OK, là où c'est bon,
d'encourager et féliciter. Là où nous pensons qu'il y a des insuffisances, c'est de pouvoir citer et interpeller les insuffisances pour qu'on améliore ces insuffisances pour une transition. Allez-y, Hassan. Bon, je pense que si on est d'accord sur une chose, c'est que il faut qu'on soit d'accord. Donc si il faut qu'on soit d'accord et que indépendamment de ce qu'il y a eu par exemple par rapport à l'EJ qui est déjà fait et qui est accepté, ce qui est évident même dans le cadre de l'EJ, c'est que, tirage au sort ou pas, on ne peut pas reprocher, par exemple, à l'administration territoriale ou au président de la transition d'avoir favorisé un tel sur un tel, parce que c'est un tirage au sort. Et connaissant nos politiques, je pense que vous serez d'accord avec moi, même si c'est la proposition de beaucoup plus de partis, après il faudra savoir ces partis, combien ils représentent, etc. On ne va pas rentrer dans ce jeu-là. On allait toujours dire que ceux-là ont été écoutés et pas ceux-là. Et peut-être que vous allez vous mettre à dos un certain nombre de personnes. Moi, je pense que c'était bien réfléchi. Et d'ailleurs, chez nous, quand on dit Kalata, je vais finir sur ça. Et d'ailleurs, apparemment, quand on dit chez nous Kalata, qui veut dire les élections, c'est tiré à la courte paille. Ça veut dire qu'à l'origine même nos élections, ça se faisait à la courte paille. Donc, sur ce, bon rétablissement au Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Bonne continuité et bon vent au Premier ministre intérimaire, le colonel Maïga, et espérons que si jamais un Maïga est empêché, l'autre Maïga puisse le remplacer valablement et le plus longtemps possible. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Madame Evelyne Jacques du cadre d'échange des partis et membre de l'ARP, Hassan C. juriste, Maître Koto Traoré, avocat, Abdul Karim Traoré du parti, pas Traoré, Konaté du parti Yelema. Merci encore une fois et au revoir.